merci au comité scientifique pour l'invitation à parler d'un sujet je trouve énormément passionnant. Je vais essayer d'y répondre en tant qu'algologue. L'algologie étant la science de la douleur, mais des algues également. Et je n'ai pas de lien d'intérêt à ce sujet. Donc je préfère vous prévenir maintenant. Donc, je ne vais pas vous faire l'offense de vous rappeler donc, les différentes techniques chirurgicales, hépatectomie droite, lobectomie, etc. Simplement vous rappeler qu'en cas de résection majeure, et là encore, je ne vais rien vous apprendre, d'au moins 3 segments, il y a un risque, ça a été abordé tout à l'heure, d'insuffisance hépatocellulaire avec des complications éventuelles qui peuvent apparaître à terme, on va dire, soit précocement, soit effectivement à distance, de coagulopathie, d'hypertension portale, d'acide, etc., etc. Alors, c'est pareil, les 50-50, je ne vais pas le rappeler, mais moi, j'ai identifié 3 challenges concernant la prise en charge de la douleur post-opératoire. Le premier, c'est le risque d'hépatotoxicité directe des antalgiques avec une susceptibilité individuelle. Et on la connaît, c'est une susceptibilité d'ordre génétique. Et je dirais un mot sur le polymorphisme qui peut aggraver la situation qui est rencontrée par certains patients qui sont opérés du foie. La survenue de complications liées au traitement, avec dégradation de la fonction rénale, hémorragie, et puis les risques de modification du métabolisme et de l'élimination des médicaments. Je vais en dire un mot en essayant de ne pas être trop complexe dans les messages. Bon, la douleur post-opératoire après hépatectomie, elle est, on va dire, qualifiée d'intense pendant à peu près 48 à 72 heures. Alors, je me suis référé donc à des travaux que vous avez en bas, travaux de synthèse sur justement l'intensité douloureuse avec une EVA qui est assez maîtrisée au repos, mais qui est assez sévère, on va dire, en conditions dynamiques, c'est-à-dire à la toux, avec une diminution progressive de l'intensité de la douleur et surtout un épargnement fini qui va arriver à J2 à peu près, avec un pic aux alentours de 50 mg quand même de consommation de morphine en post-opératoire, on va dire dans les 24 heures qui suivent. Donc, il y a nécessité de prendre en charge la douleur assez rapidement. Et avant de prescrire une analgésie pour une hépatectomie, il faut quand même connaître la pharmacologie et c'est là que les ennuis commencent. Alors, au niveau de l'élimination des médicaments, cette élimination, elle dépend du débit sanguin hépatique, de la biotransformation et de la fixation sur les protéines plasmatiques. Alors, la clairance hépatique, cette formule un peu complexe, dépend du débit sanguin hépatique, d'une clairance dite intrinsèque, et puis la fraction libre des médicaments, et on calcule ce qu'on appelle le coefficient d'extraction hépatique, qui dépend de cette clairance interne et de la fraction donc libre de médicaments. Et ce coefficient d'extraction hépatique nous permet, on va dire, d'évaluer déjà un peu avec une démarche macro l'élimination, je vais y arriver, des médicaments qui sont cités sur cette plaque. Alors, on s'intéresse à la colonne de gauche déjà avec un coefficient d'extraction hépatique élevé. Ça concerne les dérivés du fentanyl, mais également l'idocaïne, la kétamine, avec finalement une élimination qui est très dépendante du débit sanguin hépatique qui est perturbé chez une partie de la population des patients qu'on prend en charge. Et on voit bien que pour ces médicaments-là, il y a une diminution de la clairance et une augmentation de la demi-vie d'élimination. Il faut en tenir compte quand on décide de prescrire, par exemple, la lidocaïne. On va en parler dans un instant. Et puis la colonne de droite, c'est des médicaments qui ont un coefficient d'extraction hépatique assez bas, qui ne dépend pas, en tout cas, l'élimination du débit sanguin hépatique, mais plutôt des enzymes de biotransformation et essentiellement d'ailleurs de tout ce qui est glucuro-sulfoconjugaison. Je mets de côté les cytochromes, je vais aborder ça dans un instant. Et le paracétamol, qu'on appelle acétaminophène aux États-Unis, eh ben, ce médicament, dans les situations, on va dire, stables, eh bien, on peut se permettre de prescrire du paracétamol à des doses qui sont un peu infrathérapeutiques, mais il n'y a pas de contre-indication. Il y a des limites, on va les voir également dans un instant, mais en fait, le système glucuro-sulfoconjugaison est nettement moins perturbé que tout ce qui est cytochrome P450 ou même les problématiques de débit donc sanguin hépatique que je viens de vous présenter à l'instant. Donc, finalement, on peut se réfugier vers une certaine catégorie de médicaments qui vont être à prescrire, on va dire, de manière un peu plus sécurisée que d'autres. Alors, le métabolisme, les principes généraux, vous les connaissez, c'est donc des enzymes de biotransformation, soit les enzymes de type 1, c'est tout ce qui est oxydation, réduction, hydrolyse. Donc, c'est les enzymes cytochrome P450 ou les sous-familles,
On va les aborder dans un instant. Et puis, enzyme de type 2, c'est toujours enzyme de conjugaison, donc glucuro-sulfoconjugaison, j'en disais un mot à l'instant. Et quand on s'intéresse aux enzymes de type 1, c'est là que les ennuis commencent aussi. C'est que finalement, il y a des médicaments qui sont très impactés par la fonction hépatique, donc préopératoire et post-opératoire. Vous les avez ici, par exemple, tout ce qui est codéine. Je rappelle que la codéine, c'est une sorte de prodrogue qui n'est efficace que par sa transformation en morphine au niveau du foie à hauteur de 10%. Et chez les patients qui ont une fonction hépatique qui est perturbée en périopératoire, eh bien, la codéine, elle est tout simplement inefficace, en dehors des effets secondaires qui peuvent apparaître quand même à terme. Donc, c'est des médicaments qui sont du coup pris en charge, si je puis dire, par les cytochromes. Ça concerne la kétamine, et toutes les cytochromes ne sont pas égales non plus les unes par rapport aux autres. Et il y a le problème du polymorphisme, c'est-à-dire il y a des patients qui sont métaboliseurs lents, c'est-à-dire qui vont très peu fabriquer finalement de morphine par rapport à la codéine. Donc imaginons un peu la double peine des patients qui ont un polymorphisme génétique en plus de perturbations périopératoires de la fonction hépatique. Et puis il y a la lidocaïne, les AINS, et puis vous voyez en bas il y a le paracétamol. Alors, vous allez dire, mais il se contredit parce qu'il a parlé de la glucuro-sulfoconjugaison. Mais en fait, c'est un problème lié à une forme de surdosage qui peut apparaître chez les patients, ou même à des doses thérapeutiques chez les patients qui sont dénutris ou qui ont un problème de poids, on va dire, inférieur à 50 kg. C'est des patients à qui on va quand même prescrire du paracétamol. Et il y a une saturation du glutathion qui détoxifie le paracétamol, ce qui va, on va dire, transférer le métabolisme du paracétamol vers justement le système des cytochromes, vous allez voir dans un instant, et c'est là qu'on va fabriquer le NAPQI, qui est un métabolite toxique pour le foie et qui va entraîner nécrose hépatique. Donc ça, c'est un petit peu embêtant, donc il faut justement être prudent sur l'analyse de cette fonction hépatique périopératoire. Je rajoute un point qui n'est pas négligeable, qui est l'albumine plasmatique, on en parlait, dont la concentration plasmatique va diminuer. Et donc, vous avez deux catégories de médicaments. Ceux qui ne sont pas liés à l'albumine plasmatique et dont le métabolisme va être finalement peu modifié en cas de diminution de concentration plasmatique de l'albumine, c'est aussi le cas pour le rosomucoïne. Et puis, ceux qui sont très liés à l'albumine, et vous en avez une partie finalement qui sont véhiculés, qui vont rentrer en compétition avec la bilirubine et d'autres médicaments transportés par l'albumine et dont l'efficacité va être réduite, et d'autres finalement qui vont avoir une forme libre qui va augmenter de manière considérable, mais on est incapable au jour d'aujourd'hui de vous dire, par exemple, c'est le cas du Nefopam qui est fixé à hauteur de 70% sur l'albumine plasmatique. Moi, je ne peux pas vous répondre sur est-ce que du coup la clairance rénale est augmentée en compensation, ou est-ce qu'il y a un risque de surdosage si on maintient les 80 ou 120 mg 24 heures de Nefopam chez les patients qui ont une albumine effondrée. Donc là, peut-être qu'il faudra qu'on fasse des études là-dessus, mais là, il n'y a pas de réponse pour le moment. Alors, quelle stratégie thérapeutique? Sur le plan conventionnel, le paracétamol, je reviens sur les facteurs de risque d'hépatotoxicité du paracétamol, donc la malnutrition, la consommation régulière de paracétamol, c'est un facteur de risque, la prise d'inducteurs du cytochrome P450, l'alcoolisme chronique, etc., etc. Alors, il y a eu des questions qui se sont posées, évidemment, pour les patients hépatectomisés, c'est bien le sujet d'aujourd'hui, et il y a des travaux qui ont été réalisés. Michel Galinski en a fait un il y a quelques années, comparant 3 groupes de patients. Un groupe qui n'était pas opéré d'une chirurgie hépatique, et puis 2 groupes qui bénéficient d'une technique chirurgicale, soit d'exclusion vasculaire, soit de clampage porte, et ils regardaient ce que ça donnait à 24 heures chez des patients qui recevaient du paracétamol. Et la réponse, c'est qu'il y avait des concentrations qui étaient augmentées, mais qui étaient inférieures au seuil de toxicité. Le problème, c'est qu'on se limite à 24 heures dans cette étude. Donc, est-ce que le risque n'est pas décalé dans le temps? Là, c'est un travail type méta-analyse sur l'efficacité et la sécurité donc, du paracétamol. Et les auteurs sont assez optimistes finalement. Ils disent bah oui, mais finalement, il n'y a pas de risque de toxicité avec une épargne morphinique qui est quand même bien utile. Mais il faut quand même réduire un peu les doses. Alors, ce qui est recommandé, on va dire, dans les différents documents et les publications qui sont sorties, il y en a quand même quelques-unes, c'est peut-être de limiter à 500 mg ou 1 gramme
au niveau de l'hépatectomie en péropératoire et réduire les doses soit à 2, soit à 3 grammes par 24 heures et regarder ce qui se passe au niveau de la fonction hépatique post-opératoire. Autre question, on parlait du Nefopam. Donc là, c'est un travail d'Olivier Mimos qui date un peu, mais que je trouve intéressant parce qu'il a comparé donc, paracétamol, Nefopam et rien. Bon, les malades étaient quand même sous opioïdes pour les patients hépatectomisés. Et finalement, les éléments qui étaient recherchés, c'était l'épargne morphinique, et là qu'on retrouve à 50%. Donc c'est énorme hein, parce que c'est probablement l'étude où il y a le plus d'épargne morphinique, donc c'est intéressant. Meilleure analgésie, donc avec des scores de douleur en conditions dynamiques, c'est-à-dire à l'atout qui sont réduits, moins de nausées, mais un peu plus de sueur quand même, il ne faut pas exagérer, et puis plus de satisfaction évidemment des patients. Donc ça peut être intéressant, et dans les RCP, on ne retrouve pas d'alerte sérieuse. Alors l'hépatectomie sévère, l'insuffisance hépatique sévère, ça reste une alerte, mais il n'y a pas d'alerte sur attention si le patient est opéré du foie, etc. S'il a une fonction rénale dégradée, le Nefopam est contre-indiqué. Non, il y a des ajustements thérapeutiques qui doivent être faits, mais pas de stricte contre-indication. Alors, c'est plus problématique pour les EINS. Donc, vous avez 2 études, il y en a d'autres, sur le parécoxib, qui est un COX-2, inhibiteur sélectif des cyclooxygenases de type 2, avec, pour l'étude qui est située en haut de la diapo, donc une comparaison entre du parécoxib et un groupe contrôle après une hépatectomie. Donc, c'est les patients qui souffraient d'un carcinome. Et on retrouve des scores de douleur dans le groupe parécoxib qui sont réduits au repos et en conditions dynamiques, ce qui est plus intéressant, avec une épargne morphinique, c'est du fentanyl. En bas, même étude, mais on s'intéresse à 72 heures de suivi. Et on retrouve là aussi des résultats intéressants dans les scores de douleur, notamment à l'atout. Par contre, les auteurs ont eu l'intelligence de s'intéresser à ce qui se passait à 3 mois, puisqu'il y a toujours un risque de douleur chronique post-chirurgicale, même si ce n'est pas une chirurgie qui est très à risque. Et là, on ne retrouve pas, même s'il y a une tendance baissière, comme on dit, mais il n'y a pas de différence significative entre le groupe parécoxib et placebo. Donc, ce sont des anti-inflammatoires qui sont peu disponibles en France. Il en existe encore au moins un, mais en tout cas une galénique. Mais bon, l'idée, c'est que ce sont des médicaments très puissants. Et quand on réfléchit sur les INS type non sélectifs, ce qu'on a le plus en fait en France, moi, je suis un peu plus réservé. Alors, pour ce qui est d'une hépatectomie, c'est chez des patients qui n'ont pas de problème de bilan hépatique. On peut concevoir qu'il y a une vraie valeur ajoutée, puisque ce sont des médicaments extrêmement puissants qu'on peut donner en péropératoire, et on suit un peu ce qui se passe en post-opératoire. Mais quand la fonction hépatique est dégradée en préopératoire et en post-opératoire, il faut y aller avec prudence. Dans cette étude, qui a été publiée en 2012 dans la revue Drugs, on a une énumération, effectivement, des différents INS qui sont disponibles avec des modifications pharmacocinétiques ou pas, et puis des recommandations, donc sur la colonne de droite, on voit qu'il n'y a pas d'ajustement. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un risque d'hépatotoxicité directe des INS, en tout cas de certains INS, dont le mécanisme nous échappe encore pour le moment. Donc il y a un risque réel d'hémorragique aussi, bien, on le sait. Et puis pour la fonction rénale, on note une aggravation du taux de filtration glomérulaire avec les INS qui induisent également par l'inhibition des prostaglandines, une diminution de la natriurése qui est plus importante chez les patients qui ont une éteinte hépatique avec un risque d'aggravation de l'acide. Donc il faut y aller avec prudence, même si ce sont des médicaments, encore une fois, qui sont très puissants, très utiles. Il faut bien sélectionner les patients à qui on va les donner. Un mot sur la lidocaïne, puisqu'on se pose la question avec la fameuse colonne de gauche dont je vous ai parlé à l'instant. Est-ce qu'il faut ou pas prescrire la lidocaïne en péropératoire? Alors, il y a eu un débat, il y a eu un forum autour de la lidocaïne stop ou encore, et c'est vrai qu'on a discuté avec Hélène Beller en particulier sur un projet d'étude qu'elle avait sur le maintien justement de ce médicament pour ce type de chirurgie. Alors, il y a quelques études. Celle du haut ne démontre pas une forte valeur ajoutée parce que finalement, il n'y a pas d'efficacité cliniquement démontrée. Par contre, en bas, les auteurs ont regardé ce que ça donnait chez les donneurs sains, on va dire l'hépatectomie chez le donneur vivant, et avec une infusion de lidocaïne. Alors, je crois que c'était 1,5 mg/kg en dose bolus, et puis 1,5 kg
mg/kg/h pendant la durée de la chirurgie et infusion qui était arrêtée au moment effectivement de la pièce anatomique qui tombait, si je puis dire. Et ils se sont rendus compte quand même, en regardant au niveau pharmacocinétique, qu'il y avait un effondrement de la clairance de 60% quand même. Donc ça reste, on est un peu sur le fil du rasoir. Donc pourquoi pas, mais il faut être prudent. Il faut vraiment savoir s'il y a une valeur ajoutée de garder la lidocaïne chez des patients pour lesquels la fonction hépatique risque de s'effondrer dans les suites opératoires. Qu'est-ce qu'on peut proposer en alternative ? L'analgésie périmédulaire, il n'y a pas beaucoup de travaux. Il y en a un que je cite là qui compare donc une dose de charge de morphine IV 0,15 mg/kg avec de la morphine intrathecale et c'est 0,4 mg. Et on ne trouve pas de différence à 72 heures dans l'évaluation des scores douleurs, que ce soit au repos et à la toux. Autre solution, c'est, on va parler évidemment de la péridurale. Or, ce qui a été dit effectivement, c'est ce qu'on retrouve en clinique, c'est-à-dire une perturbation du bilan de l'hémostase en post-opératoire. Pour les patients qui ont déjà des problèmes d'hémostase en pré-op, les choses ne s'arrangent pas en post-opératoire. Et on a des facteurs de risque qui ont été identifiés dans cette étude, que sont par exemple une cirrhose préopératoire, des troubles de coagulation préopératoire, je le disais à l'instant, une résection majeure, hépatique majeure, et puis un saignement péropératoire. Et on voit bien que le risque s'inscrit dans la durée, puisque au niveau de l'INR et du taux de plaquettes, eh bien, il y a des perturbations qui peuvent durer jusqu'à 7 jours. On retrouve, là encore une fois, dans ce travail, des anomalies qui peuvent entraîner des conséquences. Si on pose un cathéter de péridurale, on est un petit peu embêté pour retirer ce cathéter, d'autant plus que ce n'est pas sans risque, parce que le cathéter peut s'arracher. Et je vais vous présenter une diapo dans un instant, qui est une synthèse où on retrouve effectivement ce type de problème identifié par nos collègues anglo-saxons. Il y a un travail qui a été fait par Pierre Jacquenot, donc l'équipe Croix-Roussienne, il y a quelques années, une étude rétrospective sur les facteurs de risque de troubles de coagulation, etc., après chirurgie du foie. Donc, c'était près de 750-60 patients, à peu près. 53% étaient opérés d'une hépatectomie majeure et 12% étaient des patients cirrhotiques. Et dans cette étude, les auteurs ont retrouvé qu'il y avait des facteurs de risque, justement, de coagulopathie post-opératoire, qu'on retrouvait dans 53% des cas quand même, avec un INR supérieur à 1,5 et des plaquettes inférieures à 80 000. C'était la cirrhose préexistante, l'INR, on vient de le voir, préopératoire supérieur à 1,3, les taux de plaquettes inférieurs à 150 000, la barre est haute, hépatectomie majeure et perte sanguine estimée supérieure à 1000 millilitres. Alors, du coup, les recommandations de Pierre et collaborateurs, Pierre Jacquenot et collaborateurs, c'est deux choses. D'abord, péridurale safe en cas de geste mineur sur foie sain et avec un bilan préopératoire normal, mais pas de péridurale en cas de résection majeure, plus ou moins un bilan d'hémostase préopératoire perturbé, plus ou moins foie cirrhotique. Voilà, et on retrouve effectivement des résultats qui sont un peu préoccupants. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas beaucoup de cas de risque d'hématome, mais enfin, quand ça arrive, c'est un petit peu ennuyeux. Donc, l'idée, c'est de lever le pied sur la péridurale et réserver la péridurale pour les indications qui ont été proposées par les auteurs précédents. Il y a des alternatives à la péridurale. D'abord, le TAB-bloc. Donc, dans cette étude, il y a une comparaison entre un groupe sans TAB-bloc et un groupe avec TAB-bloc. Donc, avec TAB-bloc en bleu, il y a une réduction donc de la consommation de morphine qui est de 40 mg versus 65 mg sans TAB-bloc, avec des scores douleurs qui sont également réduits. Enfin, une autre étude qui compare le bloc érecteur du rachis donc, versus TAB-bloc chez les patients opérés de chirurgie hépatique lourde. On voit qu'avec les doses que vous voyez ici, eh bien, le résultat est en faveur du bloc érecteur du rachis, qui était en T7 de mémoire, avec une épargne morphinique qui est intéressante, et puis un délai de rescue analgésia qui est plus long pour le bloc érecteur par rapport au groupe précédent. Pour terminer, avec l'énumération de toutes les techniques, il y a l'infiltration qui est proposée dans cette étude. Il y a plusieurs papiers dans la littérature. Et moi, j'ai regardé un peu, j'ai fait une synthèse et j'ai interrogé l'équipe croix-roussienne pour avoir son avis.
Et voilà un peu ce qui est proposé. Et c'est à l'appui, effectivement, dans une démarche évidence-based médecine sur les données de la littérature, insertion entre le muscle transverse et oblique interne d'un cathéter multiperforé avec une injection de 20 ml de repli à 7,5 et une perfusion pendant 72 heures de repli à 2 mg par millilitre. Deux diapos sur les recommandations. La première, ça émane du groupe Prospect que vous connaissez, qui fait une synthèse sur de nombreuses chirurgies. Là aussi, c'est basé sur l'évidence-based médecine. Et c'est un peu surprenant parce qu'on est assez dans les généralités. En préopératoire, intraopératoire, c'est du paracétamol, des anti-inflammatoires, la péridurale thoracique et un TAB bloc. Et en post-opératoire, ou un TAB bloc. Et en post-opératoire, paracétamol anti-inflammatoire avec un cathéter, quel que soit l'endroit où il a été posé. Et on voit surtout, c'est là-dessus que je trouve que c'est plus intéressant, en bas, il y a la liste des médicaments pour lesquels on n'a pas de données suffisantes. Et donc, ils estiment qu'on peut avoir raisonnablement le pied sur le frein contre au gabapentinoïde, par exemple, alors que ce sont des médicaments qui ne sont pas métabolisés par le foie, mais la prégabaline, par exemple, il y a un risque d'hépatotoxicité, donc raison pour laquelle il y a, on va dire, un côté freinateur de ces prescriptions, alors qu'il peut y avoir un intérêt dans les douleurs, notamment neuropathiques. Et puis, dernière plaque, c'est le groupe ERAS, un groupe ERAS, recommandation de 2022. Là aussi, la péridurale fait partie des recommandations fortes, ou l'utilisation d'un cathéter ou d'un TAB bloc. Enfin, donc, je vous encourage à vous reporter sur ces recommandations. L'intérêt aussi de la prévention de nos évolutions post-opératoires, il ne faut pas oublier non plus, avec les médicaments qui vont bien en prévention. En conclusion, alors, je pense qu'il faut bien évaluer le parcours du patient, l'indication et les conséquences du geste, donc c'est au cas par cas. Douleur sévère à la toux sur 48 heures à 72 heures. On maîtrise la pharmacologie comme on peut, les antalgiques et les antihyperalgésiques. Vous voyez que ce n'est pas très simple. On pourra reparler de la kétamine si vous le souhaitez, puisque justement, ça fait partie de mon interrogation. Titrer les antalgiques conventionnels épargnés à la morphine post-opératoire. Faut-il faire de la kétamine même à des faibles doses? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée? Moi, je n'ai pas la réponse à ça. Il n'y a pas de travaux clairs sur l'intérêt de faire même un single shot, en sachant que, on ne court pas beaucoup de risques non plus à 0,5 mg/kg, mais voilà, il faut associer les bons médicaments à la bonne dose. Et doute sur la lidocaïne, je n'ai pas parlé de sulfate de magnésium, on pourra en dire un mot. Certaines équipes prescrivent de 20 ou 30 mg/kg, éventuellement avec un relais en péropératoire. Et puis les gabapentinoïdes, je l'ai dit. Donc la péridurale, c'est réservé aux hépatectomies mineures en fonction du bilan hépatique et l'hémostase. L'alternative, c'est le TAB bloc. C'est les blocs des muscles érecteurs du rachis et le cathéter de paroi pour au maximum 72 heures. Je vous remercie de votre attention.